Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à l'École supérieure nationale d'architecture de Normandie. Je pense qu'on vous a déjà donné le petit speech, mais aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu les débouchés du métier d'architecte, puisque le métier d'architecte est un métier pluriel à la fin. On n'est pas forcément voué à être architecte ou à rester architecte. On peut faire un peu plus que ce qu'on a été prédestiné à faire. Donc Grégory Fizeau, architecte, et on passe de monter sa boîte, monter déjà la boîte, avec nous. Donc moi c'est Étienne Martin. Étienne c'est mon prénom. Il fonctionne celui-là. Moi c'est Maroussia Klein et Nolwenn Maurice. Donc pour commencer, on va vous présenter un petit peu notre parcours. Moi, j'ai eu un parcours assez classique à mon sens, où je suis arrivé ici à mes 18 ans. J'ai fait ma licence à l'ENSA Normandie. Je suis ensuite allé au Brésil en Erasmus. Je vois qu'il y a des regards qui pétillent, c'est bien, l'Erasmus, ça vous intéresse. Ensuite, je suis revenu... un peu trop fort. Je suis revenu à l'ENSA pour terminer mon cursus. J'ai eu la chance également de faire un échange pour un stage en Espagne et au Portugal, ce qui a été assez intéressant également dans le sens où j'ai pu continuer à apprendre le portugais et l'espagnol. Et par la suite, j'ai travaillé dans différentes agences dans le sud de la France et également à Rouen. Donc moi j'ai été diplômé en 2020 de l'école, donc j'ai fait les 5 ans d'études et ensuite j'ai passé ma HMONP, donc c'est une 6e année pour être habilité à la maîtrise d'œuvre en son nom. Et donc actuellement je suis architecte inscrit à l'ordre et donc je travaille en agence, je suis salarié, je suis salarié depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Donc j'ai été salarié dans 2 agences différentes. J'ai fait plusieurs types de projets, du logement collectif, de l'ERP, donc c'est des équipements recevant du public, du logement, des maisons, des choses assez classiques. Et qu'est-ce que je peux rajouter dans mon parcours ? Et actuellement, ce que je peux rajouter, c'est que, étant habilité à la maîtrise d'œuvre, je suis en cours de montage d'une agence d'architecture à Rouen, voilà, en association. Maroussia Klein, j'ai passé mon diplôme en 2020 également. J'ai eu avancé un parcours assez linéaire jusqu'à ce que en 4e année, si je ne dis pas de bêtises, je participe à l'option scénographie qui est proposée à l'École d'architecture de Normandie, parmi un panel d'autres options qui nous permettent de découvrir différentes variantes du métier. J'avais choisi scénographie et c'est une option qui donne l'occasion à ses participants de rencontrer une partie de l'équipe de l'association des plastiqueurs, qui est une association qui est à Canteleu et qui construit des décors de spectacle. Et du coup, dans le cadre de cette option, j'avais pu découvrir le monde de la scénographie et de la construction de décors, principalement dans le milieu des arts de la rue. Et donc ensuite, j'ai fait mon stage de fin d'études avec eux et je suis rentrée dans l'équipe à la suite de mon diplôme. Et donc là, j'y suis toujours depuis 5 ans. Et donc je suis intermittente du spectacle. On fait donc principalement de la construction de décors pour des événements d'art de rue. Et moi, spécifiquement, dans l'équipe, je m'occupe beaucoup de tout le pendant action culturelle. Donc, je mène des projets d'art plastique, mais aussi d'espace et d'installation de décors dans des structures variées, donc des écoles, des hôpitaux, énormément de choses différentes. Voilà. Yes. Bonjour, donc moi c'est Nolwenn. Comme tout le reste de l'équipe, j'ai fait mes 5 ans d'étudiante ici à Darnétal. J'ai, tout comme Greg, fait un Erasmus, mais moi en Allemagne, donc c'est pas le même climat, mais c'était tout aussi chouette. J'ai fait aussi un an de césure entre ma licence et mon master pour faire un stage de 6 mois en agence d'archi et pour aussi voyager un peu, faire une petite pause.
Sortie de diplôme, j'ai intégré une agence d'archi dite classique dans laquelle j'ai fait des projets notamment de concours de réhab thermique. Expérience d'un an qui m'a pas plu. Voilà. Je me suis rendu compte que l'échelle de l'agence qui était proposée par l'agence de projet ne me plaisait pas forcément et que j'avais pour souhait d'être au plus près des usagers, de co-construire des projets en lien avec les usagers dans des échelles beaucoup plus petites. Et donc, j'ai intégré depuis maintenant 1 an et demi la fonction publique hospitalière. Donc là, voilà, ça ne doit pas vous parler beaucoup, mais je suis actuellement donc architecte. J'exerce l'architecture au sein d'un institut du département qui s'occupe de la protection de l'enfance et du handicap. Donc pour un public qui est assez vulnérable, mais ça me permet de faire des projets donc à échelle vraiment humaine, pour des enfants notamment, et toujours en co-construction avec donc des professionnels de la santé, donc ça peut être des psychomotriciennes, des aides-soignants, ça peut être aussi des éducs spécialisés, des cas socio-éducatifs, et ensemble on construit des projets pour des jeunes voilà qui sont parfois en rupture familiale ou qui sont porteurs d'un handicap. Donc c'est une toute autre voie, mais qui est, je pense aussi assez chouette. Donc je pense que par rapport aux différents profils que vous avez pu voir ici, on peut finalement voir que la fonction d'architecte et même le métier d'architecte est pluriel, comme je l'avais dit précédemment. Et si vous faites cette école, vous avez le choix entre plusieurs options qui vont peut-être vous amener à découvrir votre fonction d'architecte, celle qui vous plaît, celle qui va un petit peu subjuguer votre vie, celle qui va vous faire vous lever le matin en fait. Et il y a également d'autres façons de rester architecte et de faire autre chose, pas que en scénographie, pas que en rejoignant la fonction publique, mais en également devenant architecte du patrimoine, devenant exécutif pour des boîtes, en étant architecte et en ne faisant que finalement de la construction, de l'exécutif, du chantier, ou encore juste aider les particuliers à monter un projet d'archi, monter différents projets d'archi, comme une maison, comme des projets beaucoup plus importants avec des promoteurs, une aide à la maîtrise d'ouvrage en somme. Quoi d'autre ? L'urba, exactement. L'urba, si vous avez une appétence pour le petit objet dans la ville qui va aider le grand objet qui est la métropole. Vous pouvez vous tourner vers l'urba, proposer également dans cette école le paysage où finalement votre bâtiment, quel impact il aura sur le paysage urbain ou encore paysage naturel, puisque nous sommes amenés à construire des cabanes, des grands bâtiments dans des forêts ou encore juste des aménagements paysagers comme des parcs ou autres avec une certaine architecture à l'intérieur. Donc ce sont différents types d'architecture, différents types de façons d'exercer le métier d'architecte qui sont tout autant intéressantes, mais cela est c'est selon votre façon de voir le monde, puisque à la fin c'est vous qui vivez votre vie. Je tiens à le dire. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le métier d'architecte ? Il y a des personnes encore qui, pour autant, travaillent dans des agences qui vont faire que un certain type d'architecture ou travailler que sur le paysage ou travailler que sur le petit détail de la grande maison qui va être dans un paysage hyper ouvert sur la nature. Ça dépendra juste de votre façon de voir l'architecture. Mais pour autant, il y a énormément de débouchés en tant qu'archi, puisque si vous vous dites, moi j'aime bien travailler dans le social, ou encore j'aime bien voyager également, on peut très bien être architecte militaire, architecte dans les zones, architecte d'urgence. Donc on vous déploie dans des zones et avec avec des moyens différents, on va vous demander de créer un projet en quelques temps pour que des militaires puissent vivre ou que des personnes réfugiées puissent vivre, un petit peu comme en ce moment à Mayotte avec le cyclone plus la tempête qui est passée. Donc comment on arrive
avec nos compétences actuelles, à proposer une solution rapide ou non, selon les dégâts. Il y a également ça. Il y a également des archis qui finalement ne vont travailler que certains types de matières, comme le bois, comme le chanvre, comme la terre, et on se spécialise. On peut devenir également théoricien en architecture, donc découvrir de nouvelles façons de parler d'architecture et également expliquer à tout le monde qu'est-ce que c'est l'architecture. Donc différents types de conférences qui sont qu'il est possible d'aller voir à la maison de l'architecture de votre ville, comme à Rouen ou à Lille, dans d'autres endroits. Également, l'enseignement. Si vous avez une vocation d'enseignant, finalement, ne devenez pas maîtresse, devenez enseignant en architecture. C'est faux. Mais il y a également cette possibilité-là de devenir enseignant et de partager cet amour et cette appétence de l'architecture aux plus jeunes. Des personnes qui ont été dans cette école-là, maintenant enseignent dans cette école également. Donc, je pense qu'il y a un cycle où lorsque l'on est étudiant, on a beaucoup de rêves, on veut faire ci, on veut faire ça, et en grandissant, on arrive à ses rêves et on arrive parfois même à, pour certains, enseigner dans cette école et pour d'autres, avoir leurs agences ou travailler dans les milieux qu'ils aiment. Moi, si je peux rajouter quelque chose, ce serait peut-être de vous rassurer déjà, parce que ça peut paraître un peu effrayant quand on arrive dans ce genre d'école. Mais sachez que les cours qui sont disposés ici permettent énormément d'exploration diverses et variées. Et le seul grand conseil que je pourrais vous donner, c'est expérimenter le plus de choses possible. Il n'y a pas, comme vous avez pu comprendre ici, de parcours prédéfini. On grandit aussi de ce qu'on apprend, de ce qu'on voit, des rencontres que l'on fait. Maroussia a pu découvrir des appétences durant un stage. Moi, ça a été un peu pareil aussi de mon côté. Donc voilà, expérimentez le plus possible. N'ayez pas peur de voyager, de bouger pendant vos études, de visiter. Faut être curieux. Il faut être très curieux. La curiosité, c'est, je pense, une très bonne qualité en tant qu'architecte. Ça peut être dans le domaine musical, cinématographique, artistique. Et cette école, on a la chance, voilà, de pouvoir expérimenter beaucoup de choses dans ces domaines-là. Donc, expérimentez. En termes d'expérimentation, par exemple, il y a des personnes de notre année qui ont créé la Friche Lucien, le collectif Lucien, le quartier libre, qui se trouve sur la rive gauche. Ce sont des étudiants qui ont eu justement une appétence pour la scène musicale, pour créer des éléments culturels, donc des étudiants d'architecture qui, a posteriori, ont créé un collectif où maintenant on peut découvrir des artistes, faire aller voir également du théâtre, manger également, parce que c'est très important. Mais du coup, voilà, les métiers d'architecture sont pluriels et on arrive à faire énormément de choses. Mais lorsqu'on vous dira que les études d'architecture sont dures, elles ne sont pas dures. Elles sont énergivores et chronophages. Mais pour autant, on vous donne les clés au fur et à mesure de vos années pour qu'une tâche qui vous a pris 18 heures avant vous en prenne que 6, vous en prenne que 2 et finalement ne prenne que 10 minutes car vous avez l'expérience qui va avec. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de rajouter quelque chose sur ce sujet, c'est que moi, pour le coup, je pense que je représente celle du lot qui s'est peut-être le plus éloignée de la pratique traditionnelle de l'architecture, mais pour autant, justement, cet apprentissage de la rigueur, de la patience, du travail en collectif, de toutes ces choses-là qui ont clairement forgé notre apprentissage du travail pendant les 5 ans, j'en bénéficie aujourd'hui tous les jours dans la pratique de mon métier qui pourtant s'en est pas mal éloigné. Et donc, au-delà de ce que vous allez choisir d'en faire, ça va vous faire grandir en tant qu'être humain, en tant qu'adulte. Et ça vous donnera des compétences de vie que vous pourrez appliquer après dans tous les domaines, quel que soit le domaine que vous allez choisir. Et comme application, par exemple, lorsqu'on parlait
des études de risque dans l'architecture, il y a un très beau domaine d'études qui est Ville et Territoire, qui se passe en Guadeloupe, où pendant à peu près 3 semaines, on est posé là-bas en Guadeloupe pour étudier le territoire et proposer une solution. Bon, là, je parle de voyage, mais il n'y a pas que ça également. Parfois, on peut juste aller sur un territoire normand et découvrir et proposer des solutions sur une façon de mieux vivre en termes d'urbain, en termes de paysage et également de solutions techniques, puisque en termes d'archi, on apporte également des solutions techniques. Une personne lambda, dans le conseil, c'est devenu un peu plus fort là, par exemple au CAUE. Non, juste. Par exemple, au CAUE, c'est de l'ordre du conseil, où c'est des architectes qui sont à même de donner des conseils à des particuliers qui viennent pour un problème avec leur parcelle, ou par exemple une marnière qui est découverte sur la parcelle. Qu'est-ce qu'on fait? Une marnière, c'est un trou, une cavité qui se trouve en dessous de la terre, ou encore des problèmes. Non mais arrêtez. Ou encore des problèmes liés à un problème d'étanchéité sur la toiture. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas, on ne connaît pas. Mais non. Mais en tout cas, on peut faire beaucoup de choses, mais les études d'architecture sont assez impressionnantes pour donner envie de découvrir. Véritablement donner envie de découvrir, donner envie de s'intéresser aux choses, puisque le métier d'architecte est grandissant, on en apprend tous les jours, et par exemple sur des nouveaux matériaux, sur même une peinture qui finalement va vous inspirer pour un projet, ou va vous inspirer pour une œuvre artistique autre, et tous ces moments passés avec autrui dans vos études, toutes ces discussions vont construire une boîte à outils qui, au final, va pouvoir vous aider à grandir et proposer des solutions également pour l'architecture, pour de la scénographie, pour des risques, par exemple, un ami vous demande, bah oui, mes parents, ils ont ça, vous pouvez également l'aider. Il y a plein de solutions pour le métier de l'architecte. Ouais, donc moi je vais présenter une pratique un peu plus classique, puisque c'est le métier d'architecte un peu comme on l'imagine en agence. Et donc même en fait au sein d'une agence, c'est un métier vraiment varié. Alors pas forcément varié dans la journée, mais varié ça peut être dans l'année, puisqu'en fait on peut être amené dans une agence à développer un projet depuis l'esquisse finalement jusqu'au suivi de chantier. C'est pas toujours le cas dans certaines agences. Vous pouvez être juste développer un projet jusqu'au permis de construire. Ça m'est arrivé. Mais là actuellement, donc je développe des projets même pendant les phases d'exécution. Et donc c'est extrêmement varié. Ne serait-ce que dans les phases de conception, c'est déjà un métier en soi, dans le sens où un projet, surtout par exemple un équipement public, doit répondre à beaucoup de normes environnementales, pour le handicap, pour la sécurité incendie, les règles urbaines. Donc c'est déjà, il y a de quoi faire déjà. Et après vient parfois un second métier qui est donc le suivi de chantier, où là c'est des compétences finalement totalement différentes. C'est tout aussi intéressant. Et c'est pour ça que donc quand on est architecte inscrit à l'ordre, finalement, on se doit de se former régulièrement. On doit des heures en fait de formation pour continuer d'être inscrit à l'ordre. Et c'est finalement essentiel parce que c'est un métier qui est en perpétuelle évolution, que ce soit pour les règles donc de conception qui évoluent constamment, que ce soit également pour les règles de construction. C'est-à-dire que c'est quand même très compliqué d'être à la fois un bon architecte de conception et à la fois d'être un bon architecte de suivi de chantier. C'est des métiers tellement différents qu'on se doit de se former perpétuellement. Ouais. Il y a aussi, Greg a parlé beaucoup de voyages, de travaux de groupe, etc. Et c'est important en fait parce que c'est quelque chose qu'on expérimente aussi dans notre profession future. Un chantier, un projet, en fait, sur la durée de vie d'un projet,
du premier coup de crayon jusqu'à la dernière pierre, si on veut imager. Il y a des dizaines et des dizaines d'acteurs finalement. Je pense même qu'on atteint sur certains projets les centaines qui vont graviter autour de nous. Et on peut être amené aussi, pour rebondir sur ce que disait Greg, à travailler à l'étranger. Je dis ça parce que ça m'est arrivé cette année. Donc j'ai fait une mission d'accompagnement, on va dire, dans un suivi de maîtrise d'œuvre au Bénin. Et donc c'est là où en fait aussi finalement l'école nous donne des clés parfois pour agir un peu partout. Et par exemple, moi, à contrario, mon agence est ici, mais je travaille également en Guyane. Je travaille également en Guyane, je travaille également en Martinique, où j'ai la possibilité de faire des projets là-bas. Mais à contrario, enfin encore une fois, le Bénin, dans d'autres endroits, il y a des possibilités de travailler outre-France et grâce au métier d'architecte. Ah oui. Et Ah, t'as fini ? Très bien. Si je peux rajouter quelque chose aussi, ce serait de dire qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais en tant qu'architecte, je pense qu'on a un rôle à jouer immense en termes de politique aussi. Donc, le métier d'architecte, il est politique, il est environnemental. Je pense que je suis sans vous rappeler que les questions environnementales sont très importantes aujourd'hui. Parce que là, on n'a pas même parlé de l'art, des pratiques artistiques, etc. Mais même si c'est pas du tout mon domaine, je tiens quand même à dire qu'il y a aussi des spécialités qui se tournent plutôt vers la construction, vers l'ingénierie, qui sont tout aussi importantes, bien évidemment, quand on parle de pluralité. Et ces questions-là, je pense, sont déterminantes aujourd'hui. Votre position en tant qu'architecte, et ça, on l'apprend beaucoup, je pense, en HMONP durant cette année-là, votre positionnement est très important. Même que ce soit politiquement, vos aspirations, vos convictions au quotidien, peu importe le métier, enfin comment on exerce l'architecture, la façon dont vous allez vous exprimer, la façon dont vous allez dessiner, dont vous allez suivre votre chantier, dont vous allez interagir avec les différents acteurs, ça peut être les territoires, ça peut être les métropoles, ça peut être les régions, les clients, vraiment, voilà, les personnes que vous allez rencontrer, vont avoir une importance. Votre positionnement en tant qu'architecte a une importance et est déterminante dans la façon dont va se dérouler votre projet. Donc voilà, c'est pour ça que la curiosité, encore une fois, est très importante, autant que ce soit politiquement que pour des questions environnementales, constructives, voilà. Et par exemple, pour les journées de jury, la plupart du temps, on me demande, oui, qu'est-ce que je dois mettre dans ma lettre de motivation, je dois parler de quoi durant le jury. La curiosité, être ouvert d'esprit, savoir discuter avec autrui, et surtout, mais encore une fois, la curiosité. Soyez curieux. Il y a tellement de choses. Soyez curieux. Si vous voulez parler de sport, ou vous voulez parler d'un artiste que vous voyez dans la rue, ou vous passez tous les jours devant, ou juste un bâtiment, que ça soit une grange à colombage ou un bâtiment en briques, intéressez-vous. Et c'est ce sur quoi ça va vraiment pencher dans la balance lors des jurys, lors des discussions avec autrui. Est-ce que vous avez des questions ? Comme on a la chance d'avoir un panel d'expériences très différentes, peut-être que vous pouvez nous parler plus concrètement de ce que ça donne le métier d'architecte dans le rapport aux clients, le rapport aux institutions, bref, le quotidien réel, les difficultés et les aspects intéressants. Tu veux commencer, Étienne ? C'est une grosse question, puisque ça va dépendre en fait de où on se place dans la vie d'un projet. Donc en plus c'est intéressant parce que dans le sens où dans notre quotidien on n'a pas qu'un projet, c'est vrai qu'on en a plusieurs et qui sont tous normalement ça peut arriver à différents stades d'avancement. Donc en fait un projet architectural grosso modo en fait il se développe en plusieurs phases. Donc ça va de l'esquisse qui décline encore en quelques phases jusqu'au permis de construire. Donc là déjà on va pouvoir interagir avec donc déjà le client, c'est-à-dire que déjà ça peut prendre beaucoup de temps d'échanger ensemble, de fixer des rendez-vous, finalement qu'il soit satisfait.
En même temps, on doit communiquer avec beaucoup d'autres acteurs pour s'assurer que le projet du client est viable, parce que donc, suivant si c'est une maison, il y a peut-être moins de problématiques. Pour un bâtiment public, voilà, parfois il y a des objectifs à atteindre qui sont parallèles à la volonté du client. Donc on va beaucoup échanger avec cette série d'acteurs qui sont nombreux, avant même un dépôt de permis. Et ensuite, vas-y. En gros, les relations avec le client et également les métropoles sont diverses et variées, puisque parfois ça peut très bien se passer où on aura les deux parties, ça va aller hyper rapidement, on va se comprendre, le projet va avancer. D'autres fois, le projet va rester un peu, va stagner puisque les deux parties ne se comprennent pas, ou que le client désire et voudrait des choses qui ne sont pas forcément viables. Avec les métropoles, je pense que c'est un concours de séduction à chaque fois, où on arrive avec un projet, on arrive avec une idée, et accepté par la métropole ou pas, puisque nous ne sommes pas les seuls archis à vouloir par exemple un terrain, nous ne sommes pas les seuls archis à vouloir ce projet-là. Donc voilà pourquoi il y a des concours où on pose diverses idées pour savoir quelle sera la meilleure, ou même quelle sera celle qui va séduire le jury. Mais la finalité, c'est que ce bâtiment-là, il sera construit, ou même cette scénographie sera construite pour le public en général. Ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte que dans notre métier, là, on imagine souvent, quand on est extérieur tout ça, l'architecte comme un concepteur, donc c'est vrai, mais il faut aussi avoir en tête que la conception pure, c'est vraiment finalement un faible pourcentage de temps dans notre journée ou dans l'année. En fait, on s'accroche à ce métier, mais la conception pure, c'est peut-être moins de 10% du temps qu'on passe vraiment à exercer. Tout le reste, en fait, c'est beaucoup d'administratif. Ça dépend de là où tu te situes. Ouais, même en conception. Hein. Mais donc, c'est pour ça aussi qu'il faut profiter de ce temps d'apprentissage à l'école si jamais vous décidez de vous inscrire ici, parce que c'est vraiment une période hyper riche en termes de conception. C'est là où vous allez vous forger, puisque une fois que vous serez lancé, on va dire, dans le grand bain, le faible temps que vous aurez, il faudra vraiment le mettre à profit, quoi. Les 5%, les 10% de conception pure, il faudra vraiment bon, c'est un peu mauvais de dire comme ça, rentabiliser, mais c'est un peu le cas, quoi. Ouais, il faut profiter. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à la notion de client, ça dépend vraiment de là où on exerce, en fait, parce que moi, par exemple, les clients, c'est les enfants. Alors, ça dépend vraiment de la façon dont on exerce, parce que là où je travaillais avant en agence, je pouvais très bien me retrouver devant un promoteur immobilier. Donc, je suis passée de ce type d'interaction avec un enfant autiste. Alors, on se doute bien que la notion de client, là, c'est pas la même. Parfois, le client, il est pas visible, il est pas palpable. Quand on travaille, par exemple, pour un cabinet d'urbanisme, je sais pas, dans une très grande ville, on ne rencontre pas forcément chaque personne habitante de cette ville-là. Donc le client, il est divers et varié, et parfois le client, c'est pas forcément la personne qui va être habitante du lieu. Moi, par exemple, je rends beaucoup de comptes à l'ASE ou à l'ARS. C'est des personnes qui vont contrôler après les habitations qu'on a créées pour s'assurer qu'elles sont conformes, qu'elles répondent aux besoins des usagers, en l'occurrence là des enfants. Donc j'ai pas forcément de clients à proprement parler. Donc là, justement, c'est très intéressant de voir que le projet, il se fait de la rencontre, enfin des rencontres qu'on fait avec les différents acteurs. Notamment les personnes qui vont graviter autour du projet de manière plus ou moins proche, en fait. Donc le client, il n'est pas forcément... c'est un peu comme toi, en fin de compte. Oui. Ça marche ? Ouais. Bah oui, je rebondis, mais parce qu'en effet, moi, pour le coup, je suis dans une situation assez particulière. J'exerce pas en tant qu'architecte.
Je fais partie d'une équipe de constructeurs dans un milieu associatif. Nous, notre rapport aux clients, il est très différent. On travaille dans différents domaines. Généralement, ce sont souvent des villes qui nous commandent des décors pour des événements spécifiques, avec des contraintes pour nous qui sont très stimulantes, mais en même temps de plus en plus difficiles, notamment des contraintes budgétaires avec des envies esthétiques qui ne descendent pas. Et mais tant mieux pour nous, mais c'est surtout que nous, on a des rapports aux clients qui sont parfois complexes. On doit défendre le fait que notre travail a de la valeur, qu'on ne peut pas travailler gratuitement, qu'on ne peut pas en faire plus avec moins d'argent et moins de moyens. C'est des discussions qui sont parfois pesantes, mais qui sont importantes. Là, on sort de la période hivernale où, clairement, dans l'équipe, c'est la période où on prévoit l'année à venir et où, justement, on défend notre travail auprès de toutes les personnes qui nous commandent des décors pour l'année à venir. Et c'est les mêmes débats un peu en boucle de... on voudrait exactement ce que vous avez fait à tel endroit, mais notre budget en fait la moitié, mais on voudrait la même chose, et c'est un peu répétitif, mais ça se passe bien. Et puis on a un rapport social qui est très important aussi. Enfin, moi notamment, la partie dont je m'occupe principalement chez les plastiqueurs, c'est vraiment le rapport aux ateliers participatifs qui sont une demande en fait dans quasiment l'intégralité des festivals pour lesquels on travaille. Il y a une vraie attente de la ville pour qu'il y ait un aspect participatif et que les gens soient acteurs de la conception du décor final. Et donc il y a un rapport aux gens qui est très présent de comment faire découvrir à des gens de tous les types d'âge, toutes les origines, toutes les capacités motrices, des techniques très variées. Et se confronter parfois à des paradoxes aussi dans le milieu des arts de la rue, c'est qu'on arrive et on installe des choses très volumineuses dans leur endroit quotidien. Et il y a des gens pour qui c'est merveilleux et d'autres pour qui c'est une intrusion aussi. Donc oui, c'est des rapports aux gens qui sont passionnantes. Une autre question pour continuer. Un courageux, pas de courageux? Oui, peut-être. Oui. Concernant les expériences, l'expérience de l'école? Oui, concernant les expériences de l'école, si vous avez également des questions, on peut vous répondre. Que ce soit pour l'entrée, que ce soit pour comment ça se passe pendant l'ambiance. Bonjour à tous. Je voulais juste vous apportiez des précisions sur les stages en première, deuxième, troisième année de licence, et puis après en master. J'ai cru comprendre qu'au 6e semestre, on peut faire un stage plus long, peut-être à l'étranger, avec Erasmus, mais qu'en est-il? C'est 2 semaines en première année, c'est pas ça? Le stage obligatoire, enfin... Oui, les stages de licence sont... Je reviens. Les stages de licence sont assez courts. C'est des stages d'observation ou de première pratique, donc c'est assez limité. Et après, en master, on a un stage de minimum 2 mois à réaliser dans l'entreprise de son choix, en fonction de ce qu'on trouve et de ses appétences. Il peut être prolongé. Ce stage-là de 2 mois, c'est minimum, mais il peut être prolongé avec soit un semestre ou une année de césure. Voilà, ça peut être plus long. Oui, bonjour. C'était pour savoir d'une manière générale les formalités d'admission et puis le contenu des cours. Alors, le contenu des cours, je vous invite à aller sur le stand. Non, mais pour l'admissibilité, donc on a une première phase sur Parcoursup qui sélectionne avec cette année la note de français. Donc si vous êtes en terminale, c'est votre note de bac de français de première, du coup, qui fait foi la moyenne de ce bac-là, qui va faire une première sélection sur Parcoursup. Ensuite, le dossier va être analysé par les enseignants
et un oral. Vous serez sélectionné pour participer à un entretien d'oral qui aura lieu les 13 et 14 mai. Vous pourrez choisir votre créneau. Et pendant cet entretien, votre dossier sera analysé. Vous pourrez raconter votre parcours, raconter qui vous êtes, ce qui vous intéresse, qui vous motive. Et c'est après cet entretien que vous aurez les résultats sur Parcoursup, si vous êtes admis ou pas à l'école de Normandie. Voilà. Merci. Quelqu'un a d'autres questions? J'arrive. Ah, c'est bon? Bonjour à tous. Vous avez parlé de la note de français. Du coup, il y a un minimum demandé de combien au niveau de la note? Je ne peux pas vous le dire parce que ça va dépendre du niveau général du nombre de candidats. Parce qu'en fait, nous avons un nombre de candidats de l'année dernière, on avait 3000 candidats en tout et on a pu en auditionner 1400. Donc là, c'est à peu près la même jauge. Cette année, on va essayer de faire le plus d'entretiens oraux possible. Mais c'est en fonction du niveau de tous les candidats qu'on va pouvoir choisir la note plancher. Voilà, donc je peux vraiment pas vous dire ça. Mais bon, on a fait en sorte d'ouvrir un nombre d'entretiens suffisant pour faire baisser cette note plancher au maximum et ouvrir à plus de diversité des profils. Donc voilà, parce qu'avant, il y a encore 2 ans, c'était 16 de moyenne pour entrer ici. Voilà, donc aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dessus. On a fait en sorte de pouvoir... ouvrir à ça. Peut-être pour nos jeunes, là, vous avez parlé de l'intérêt pour le métier et de la découverte en fait au fur et à mesure des années en fonction de ce qu'ils font. Sur ce qui peut compter pour eux pour après en termes de quantité de travail, d'équilibre vie privée, professionnelle, éventuellement de capacité salariale aussi, c'est important. Peut-être si, bon, j'imagine qu'il y a des grands gaps, mais si, voilà. Oui. Vous parlez pendant les études ou après les études ou après? Peut-être, je pense que tu peux répondre aussi à cette question aussi par rapport à le fait de monter ça. Ouais. Non, c'est. Ah. Ouais, donc sur en fait, si je comprends bien, c'est vrai qu'architecte, on le décrit souvent comme un métier passion. Donc ça, c'est un peu à la mode. Ça englobe beaucoup de métiers où, en gros, on vous dit, vous faites un peu avoir dans le sens comme vous êtes passionné, vous pensez archi de minuit jusqu'à minuit et en gros la vie de famille passe après. Alors. C'est plus nuancé, mais c'est des métiers effectivement qui prennent beaucoup de temps et finalement on décroche jamais réellement de ça. Ça n'empêche pas d'avoir une vie, hein, c'est un équilibre à trouver, mais c'est en ça aussi que l'école est importante parce qu'elle prépare quand même à ça. Où c'est des études qui sont pas forcément dures, mais elles vont vous solliciter énormément, mais à la manière du métier d'architecte sous toutes ses formes. Donc c'est un bon apprentissage parce que même en tant qu'étudiant, parfois vous aurez envie de faire des pauses, quoi. Je veux vous rassurer sur un sujet, la culture de la charrette, qui est un mot que vous entendrez peut-être dans le monde de l'architecture. Nous, ici, à l'école, on s'en éloigne de plus en plus. Les enseignants sont sensibilisés. On fait ensemble d'avoir des plans de charge qui font que ces pratiques-là n'existent plus à l'école. Voilà. Et après, dans le monde professionnel, encore une fois, c'est nuancé. Ça dépend où on travaille, mais il faut bien avoir conscience qu'aussi c'est aussi une démarche qui vient de la personne d'accepter ou non les pratiques. Voilà. Et les salaires et les choses comme ça. Voilà. C'est aussi tous ensemble, collectivement, que la profession, elle peut évoluer vers des pratiques un peu plus soutenables et bienveillantes à ce sujet-là. Puis en fait, la pratique de l'architecture en agence, alors je vais parler juste de l'agence là, ça tend à changer aussi. Aujourd'hui, la culture de l'équilibre vie pro, vie perso, elle est de plus en plus importante, on en parle de plus en plus.
la parole se libère vis-à-vis de ça, notamment de tous ces métiers dits de passion. Maintenant, je vais rebondir sur ce que disait Étienne. Le temps que vous allez allouer dans ces études-là et après, qu'est-ce que c'est que le temps quand on aime ce qu'on fait? Ça, si c'est important. Quand on passe, je sais pas moi, des heures et des heures, des fois on va pouvoir passer, 30 heures sur une maquette, étalée dans le temps, mais quand on aime ce qu'on fait, quand ça nous passionne, ce temps-là, il est plaisant quand même, il nous fait du bien, et effectivement, ça prépare à l'après. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, l'école d'archi, alors certes, elle peut paraître parfois difficile, éprouvante, mais notamment parce qu'en fin de compte, elle nous apporte tellement de clés pour l'après. Alors ça peut être comment on présente un projet, mais c'est valable dans le commerce, comme dans le métier de l'art, comme dans comment on présente un projet, comment on se présente aux autres, comment on travaille en collectif. Mais ça, c'est pareil, ça peut être viable dans le domaine de l'architecture, mais comme dans le domaine du commerce, de la vente, de plein de choses. Donc, c'est des études qui sont très, très denses, on va pas dire le contraire, parce que c'est un fait. Mais, j'allais dire quand on aime, on compte pas, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je pense que on a tous souvenir de moments dits de charrette à l'école, mais qui étaient des moments extraordinaires, parce qu'on était avec nos copains, parce qu'on écoute de la musique, parce qu'on échange sur des projets, parce qu'on grandit aussi de ça, qu'on se monte nos projets. Alors peut-être que des fois il est un peu tard, mais c'est génial. C'est des moments qui sont quand même géniaux. Et il y en a plein d'entre nous, d'ailleurs la plupart, qui ont réussi à côté d'être au bureau des sports, de faire du sport, d'avoir du temps en extérieur pour être avec ses amis. Je veux dire, ça dépend vraiment de chacun, je pense. Et c'est pareil pour l'après. En tant qu'architecte, si on est un architecte passionné, on peut se dire, mon métier en tant qu'archi ne s'arrêtera jamais, parce qu'un projet, notamment quand on travaille en tant qu'archi à son compte, il peut ne jamais se terminer. On peut le modifier à l'infini. Y en a qui vont se dire, à 18h j'arrête, je vais faire mon cours de yoga, et puis j'ai mes enfants à aller chercher à la crèche. Donc c'est un équilibre qu'on peut trouver. Chacun y trouve son compte, mais c'est vraiment quelque chose de très personnel. Ça, je pense que ça dépend de comment on veut pratiquer le métier. Mais tout est possible. Tout est possible, oui. Le tout, c'est de ne pas se perdre dans cette profession, puisque justement tout est possible, mais il faut savoir se mettre des barrières et il faut savoir apprécier ce que l'on vit avec les personnes qui sont autour de nous. Est-ce que quelqu'un a encore une autre question? Je me lève aussi. Oui, moi je voulais juste savoir quelle spécialité au lycée on doit privilégier pour rentrer à l'ENSA, simplement. Aucune. J'ai envie de vous dire, puisque du coup, comme je vous l'ai expliqué, c'est la note de français qui vous fait la première porte d'entrée, et ensuite l'oral. Vous pourriez très bien avoir une passion qui est considérée comme une spécialité. En fait, l'oral sera basé sur votre curiosité, votre envie, votre motivation, et finalement, peut-être que l'option choisie au lycée va vous apporter cette curiosité, va vous nourrir de ça, mais c'est pas là-dessus qu'on va vous sélectionner. Peut-être que si vous faites une option art plastique, peut-être dans les cours qui suivront à l'école, vous aurez déjà une espèce d'appétence et de connaissance, mais les gens qui n'ont pas fait d'art plastique peuvent tout à fait suivre ces cours-là. Donc vraiment, vous mettez pas de barrière et de pression, les jeunes là-dessus, sur les options que vous choisissez maintenant. Juste vigilance finalement à la qualité de votre dossier complet. Donc là, c'est le français pour cette année, mais peut-être qu'un jour, ce sera peut-être la moyenne générale. Voilà, c'est plutôt la qualité du dossier pédagogique dans son ensemble qui va être importante, plutôt que des options spécifiques. Toutes les options architectes, on les coche pas comme sélectionnées d'office pour entrer à l'école. Par contre, ceux qu'on fait option architecte dans un lycée, peut-être qu'à l'oral, ils seront plus à l'aise de parler d'architecture. Mais ça ne veut pas dire que ce seront eux qui seront privilégiés. Voilà. Donc, pas de pression sur les options, mais plus sur une qualité de dossier, plus une curiosité dans la vie, un développement des passions, voilà, pour expliquer et aussi pourquoi on a envie de faire ces études-là d'architecte. Ça fonctionne. Oui, non, mais je vais finalement redire un peu la même chose, mais je voulais juste rajouter que nous, à l'époque où on a passé nos bacs, le baccalauréat était encore assez différent, et on est tous rentrés à l'école d'archi avec
formations complètement différentes. Si on est rentré avec certains des bacs scientifiques, d'autres littéraires, d'autres ES, d'autres ayant fait des bacs pro. Et finalement, c'est pas ça qui nous a départagés. C'était après notre passion et notre envie sur le moment, mais finalement ça avait pas tant. Moi personnellement, par exemple, qui avait fait un bac scientifique, option physique, j'ai pas eu l'impression que ça m'avait particulièrement donné de l'avance. On partait tous du même point finalement. On passe à l'autre question. Oui. Alors, en fait, j'ai 2 questions. La première, c'est il n'y a aucun d'entre vous qui a fait le double cursus, je crois, de l'ingénieur et. Aucun. Mais est-ce que vous savez les premiers diplômés sortent là, c'était la première année à être diplômé de licence, donc c'est vraiment c'est récent. Ce double parcours Et en termes de débouchés, vous savez la différence avec juste un parcours architecte Alors, moi je tiens à dire que lorsque l'on fait ce genre de parcours-là, puisque j'ai d'autres amis qui l'ont fait à Lyon et dans d'autres écoles, on est soit ingé, soit archi, puisqu'on a une pensée différente. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont ressortir de ce cursus-là en se disant « Ah ben oui, pour moi, une poutre, c'est juste une poutre, c'est structurel. » Et il y a d'autres personnes qui vont sortir de ce parcours-là en disant « Ah ben non, c'est plus qu'une poutre, puisque ça permet de cadrer une vue sur quelque chose, etc. » Donc, à chaque fois, voilà. Mais en termes de débouchés, en somme, ça peut être un plus dans certaines agences, mais il y a des agences qui ne prennent que des archis, il y a des agences qui ne prennent que des ingés. Merci. Et ma deuxième question, c'était par rapport au fait que vous ayez passé du temps au Portugal, je crois, et puis un autre pays, je ne sais plus, l'Espagne. L'Espagne. Voilà. Mais ça, c'était dans le cadre de l'école aussi? C'était des stages où on peut partir plusieurs fois, je veux dire, dans différents pays ou pas? Alors, en gros, pour l'Erasmus, on peut partir 2 semestres complets. Et ensuite, grâce à l'école, on peut avoir des conventions de stage en ayant trouvé un stage au Portugal, au Brésil, en Espagne. Et c'est grâce à ça qu'on peut continuer. Comment ? Ou ailleurs, totalement ailleurs. Mais grâce à ça, j'ai pu avoir également une bourse pour partir là-bas, puisqu'il y a des bourses qui sont allouées pour les personnes qui partent. Merci. Juste la mobilité, du coup, en tout cas l'expérience internationale maintenant est devenue obligatoire dans notre règlement des études depuis cette année. À partir des licences qui vont rentrer, il y aura une expérience internationale à forcément avoir dans son cursus. On développe énormément nos partenariats avec les écoles internationales pour faire partir l'intégralité de la promo en mobilité. Donc ce qu'on appelle la mobilité, et après des stages à l'international, même juste de pouvoir suivre un cours en anglais ou des conférences, pour l'instant est considéré comme une expérience internationale. Mais voilà, là cette année, sur 100 élèves qui ont demandé une mobilité Erasmus, on a fait partir 92. Donc les statistiques sont plutôt bonnes. Donc il y a forcément un moment où vos enfants ou vous-même, de futurs élèves, vous pourrez partir à l'international. Voilà. Et, vas-y. Je vais juste compléter un petit peu, et n'oubliez pas qu'en fait c'est une expérience, l'expérience internationale est l'une des meilleures expériences possibles, puisque ça permet de vous ouvrir sur une autre culture qui est la nôtre, qui est celle de la France. Donc c'est également très intéressant. Oui, bonjour. Sans prévaloir des difficultés que représente Parcoursup, lorsqu'on a des enfants qui sont extrêmement motivés, mais qui peuvent être refusés pour X raisons, critères de sélection, etc. Et la malchance fait que les portes ne s'ouvrent pas. Qu'est-ce que l'on peut leur conseiller durant une année, puisque si je comprends bien, la culture générale, l'appétence, la curiosité est à développer coûte que coûte pour pouvoir retenter sa chance. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de prépa? Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il faut faire une année de fac et on revient l'année d'après? Tu veux répondre ou tu... J'aurais tendance à dire que la prépa, après, ça dépend des écoles. Je ne sais pas ce qu'en pense forcément notre école à nous. Pas d'école prépa, surtout, faites pas ça. Voilà, parce que vraiment, ça coûte très cher. C'est des écoles privées, c'est très onéreux. Voilà, exactement. C'est pas un ticket d'entrée pour rentrer en école d'archi derrière. Notamment qu'il y a d'autres écoles. Je sais que Nantes n'apprécie pas forcément les prépas. Enfin voilà, il y a des écoles qui n'apprécient pas trop ça.
Et donc j'aurais tendance à dire qu'il faut faire une année qui vous amène à aller vers quelque chose qui vous plaît. Si ce qui vous plaît dans l'architecture, c'est le patrimoine, faites de l'histoire de l'art. Si ce qui vous plaît, c'est le côté constructif, faites une année qui est en lien. Mais si votre souhait vraiment ultime, c'est de rentrer en école d'archi et que vous n'y arrivez pas dès la première année, faites une année qui vous amène à aussi des libertés de curiosité, qui permettent de faire quelque chose qui vous plaît le plus. C'est pas obligé vous n'êtes pas obligé de vous dire, bah mince, j'ai fait un bac plutôt côté littéraire, je me suis plantée, peut-être que je vais faire une année de maths, parce que les maths, c'est très cool en archi. Ne vous faites pas du mal, faites un truc qui vous plaît. Voyager, si c'est voyager. Prenez un sac à dos, allez voir ce qui se passe ailleurs, les constructions qui sont dans d'autres pays, faites un stage, je sais pas, en apprentissage, en mission locale, il y a plein de choses qui sont possibles. La mission locale d'ailleurs c'est très chouette, la maison d'architecture de Normandie en propose. Rapprochez-vous de quelque chose qui vous plaît, qui déploie encore plus... Les services civiques, exactement. Il y a plein de possibilités. L'année dernière, nous avons reçu des personnes avec un parcours comme celui-ci qui soit ont fait une année de césure, soit finalement ont fait des études qui les contentaient jusqu'à ce qu'ils puissent retenter l'architecture. Et finalement, certains ont été pris. Donc, faites juste ce qui vous plaît et ce qui va vous permettre d'avoir un discours derrière qui va séduire également les examinateurs. Par exemple, prends l'exemple d'un ami d'Étienne qui était ébéniste auparavant, avant d'être en école d'architecture. Et cette voie-là lui a permis d'acquérir de la rigueur, des notions artistiques, de la créativité, un rapport à la matière, aux formes, aux espaces aussi, comment on place l'objet qu'on a créé dans l'espace. Voilà, c'est différentes notions. Et c'est ce qui va nourrir votre discours ensuite quand vous allez rencontrer des professeurs lors de vos jurys ou des anciens élèves. C'est ce qui va faire matière de discussion. Donc, prenez une voie qui vous plaît. Voilà, c'est le meilleur des conseils. Une autre question ? Pour finir. Oui, bonjour. Vous n'avez pas du tout évoqué l'architecture d'intérieur. Est-ce que c'est bien un des débouchés possibles à la sortie de l'école ? Oui, bien sûr, ce sont des débouchés possibles puisque l'architecte est voué à faire absolument tout. Donc, à contrario de l'architecte d'intérieur qui ne peut s'occuper que de l'intérieur, justement. Il n'y a pas d'architecte d'intérieur et d'extérieur, c'est ce qu'on dit toujours, mais en gros, si c'est que l'aspect décoratif qui vous intéresse, autant faire une école de design et d'intérieur. Voilà, si c'est plutôt le côté conception, mais que c'est que l'intérieur qui vous intéresse, l'espace intérieur, vous pourrez tout à fait faire ça à l'issue des études. Puisque la conception d'espace est une des choses que l'on fait. Pour le coup, j'en ai fait pour la création d'une école à côté de Rouen. On a totalement créé les meubles, créé un espace dédié aux enfants et un espace totalement dédié aux enfants, alors qu'une personne qui avait fait design d'espace ou architecte d'intérieur n'aurait pas pu le faire. Choisissez l'architecture. Un enseignant a une question à poser sur les métiers. Un enseignant se réveille. D'abord, je suis ravi de voir les quatre là. Voilà ce qu'on arrive à aider à faire éclore là. Voilà, vous avez 4 panels là, c'est un magnifique panel. Donc je suis ravi de les croiser. Non, par rapport à l'archi d'intérieur, la seule différence c'est que un archi, quand on sort de l'école, on a 5 ans, puis après on a la HME-ONP, l'habilitation et maîtrise d'œuvre, machin. Et ça nous donne le droit de... C'est pas le droit, c'est un truc légal, c'est le droit, oui. C'est ce qui justifie cette profession protégée d'architecte, c'est le dépôt du permis de construire. Donc un architecte d'intérieur n'a pas le droit de déposer un permis de construire. Donc qui peut le plus, peut le moins. Donc un architecte qui a sa HME-ONP peut faire de l'archi d'intérieur. C'est ce que disait Greg tout de suite, l'inverse n'est pas vrai. Donc par rapport à l'archi, pour nous, il n'y a pas comme tu dis Marion, il n'y a pas d'archi intérieur ou extérieur. On fait de l'architecture, peu importe. Mais c'est vrai que légalement, seul l'architecte
avec sa HMO-NP, peut déposer un permis de construire. Comme un avocat, au barreau, on s'inscrit au barreau, et ainsi de suite. Donc il y a une espèce de labellisation qui protège la profession, mais qui protège aussi l'usager d'avoir une qualité architecte et une responsabilité, parce que le dépôt de permis de construire, l'architecte s'engage, comme vous le savez, sur la garantie décennale. Entre autres, parce qu'il y a l'entreprise aussi, mais l'architecte, il a cette fonction de garant du bâti. Voilà. Une dernière question pour finir. Merci Luc. Merci. C'était pour savoir justement le diplôme d'architecte HOM, ouais, bref. Ça sanctionne les 7 ans d'études ou 6 ans ou 5? Ah voilà, c'est 5. D'accord. Okay. 5 plus 1, mais c'est si vous voulez faire votre... C'est 5 plus 1 et si vous voulez faire votre HMO NP, puisqu'il y a des personnes qui pratiquent et qui n'ont pas du tout leur HMO puisqu'ils sont dans des agences ou qui ont des parcours différents comme Marussia ou Nolwenn. Ouais, je vais juste décrire le truc. En gros, comme on l'a expliqué, en fait, architecte, c'est une profession réglementée. Et donc, en fait, un diplôme de 5 ans en école d'architecture vous donne finalement un diplôme d'architecture. Vous êtes diplômé en architecture, diplômé d'État. Mais en fait, normalement, en théorie, pour se dire architecte, on doit être inscrit à l'ordre des architectes. Comme un médecin. Voilà. Également. Et pour pouvoir prétendre s'inscrire, il faut faire une dernière année. Donc c'est l'HMO-NP, habitation à maîtrise d'œuvre en son nom propre. Et donc ça, en fait, c'est une année un petit peu à part parce que vous devez être salarié d'une agence. Donc vous êtes déjà finalement dans un cursus professionnel et donc vous avez déjà normalement une petite expérience de la profession en tant que salarié. Voilà. Ouais, et cette année-là en fait est un peu particulière dans le sens où en fait c'est une année d'études qui est vraiment orientée sur l'exercice de la profession en termes de juridique, réglementaire. Donc c'est pour le coup c'est très concret. Là où les études d'architecture, elles, sont beaucoup plus vastes, sont là pour en fait vous ouvrir à l'esprit sur tout un panel d'activités. La HMO-NP, elle, est vraiment là pour vous permettre de vous inscrire et d'exercer la profession réglementée. Une autre question encore, finalement? Merci. Donc, j'ai compris qu'il fallait de l'ouverture d'esprit, la rencontre des autres, beaucoup de curiosité. Vos années étudiantes sur Rouen, comment ça s'est passé? En vrai. Génialissime, vraiment. Faut pas demander à Greg, ça, faut pas demander à Greg. C'est pas le bon exemple. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai apprécié Rouen en tant qu'étudiant et j'apprécie encore cette ville. Mais les années d'études à Rouen, pour ma part, ont été formidables puisqu'il y a une culture à Rouen qui est assez impressionnante avec Monet, les jardins de Monet qui sont pas très loin, les différents musées. Nous sommes la véritable ville sans clocher, déjà. Non, on s'en fout. Et également, après, vos enfants, je pense, vont également boire. Peut-être qu'ils boivent actuellement déjà. Et ils vont sortir. Et en termes de sortie à Rouen, je trouve que c'est une très bonne ville pour sortir puisque tout est très proche à pied. Et Non, mais tu pouvais finir. Hein. Ah, je finis. C'est allumé? Oui. Non, mais déjà, quand même, je pense qu'il faut constater que le cadre de l'école de Darnétal est quand même incroyable. Donc, ça a été 5 ans d'études, en effet, pas faciles sur tous les plans, mais dans un cadre bucolique. Non, mais vraiment, il y a ce parc immense qui permet de faire des workshops en extérieur, des pauses, de manger dehors, de profiter de la nature. Darnétal, c'est pas la ville la plus active, mais ça nous a créé une petite bulle tous ensemble pendant ces 5 années. On est un peu à distance du reste des étudiants de Rouen, mais on se rencontre ailleurs.
Et puis la ville de Rouen, elle a été, puis elle est toujours très jeune, très festive, avec en effet plein de propositions culturelles, musicales. Il y a des super salles de théâtre, de concerts, un immense festival des arts de la rue. Enfin, il y a quand même plein de choses. Pour ma part, je suis pas de Normandie et j'ai souffert un peu en arrivant ici parce que le climat, voilà, c'était un peu dur, mais pour le coup, je suis encore ici, donc comme quoi. Non, plus sérieusement, au-delà de la météo, cette école, c'est une école à l'échelle humaine. Il y a des écoles où il y a un nombre beaucoup plus important d'étudiants dès la première année, je crois d'ailleurs. Donc c'est une école à l'échelle humaine où on se connaît vite tous. Je pense que j'exagérerai pas en disant qu'on est un peu comme une grande famille et qu'on le reste. Même après les études, voilà, on le reste. Quand on se recroise, on a plaisir à se retrouver. Cette échelle aussi d'étudiants permet d'avoir une relation avec nos professeurs qui est parfois privilégiée, je pense, faut le dire aussi. Clin d'œil. Mais voilà, c'est... donc voilà, c'est important de le dire. Voilà, c'est une ville qui a plein de choses à offrir, qui est dynamique quand même et qui est de plus en plus. Je trouve déjà qu'en quelques années là, c'est de mieux en mieux. C'est une ville verte qui tend à être encore plus verte d'ailleurs. C'est une ville qui est chouette, qui est entre la mer, les forêts. La mer a une petite heure de route, mais pas très loin. Il y a de très belles forêts. C'est un très bon terrain de jeu, même en termes architectural. Il y a un patrimoine qui est très très chouette à observer, à étudier. Quand on a des projets qui s'implantent d'études, je parle pendant nos semestres en sein de la ville, c'est très intéressant aussi de travailler dans la ville de Rouen parce qu'on doit se faire avec un contexte urbain qui est parfois ancien, parfois récent, parfois les deux ensemble. Donc c'est assez ludique, je trouve, comme ville. Voilà, c'est plutôt très très chouette. Et de fait qu'on soit une grande famille, puisqu'au final tout le monde se côtoie et tout le monde finit par se connaître, mais également les professeurs, si ce n'est pas comme dans certains amphis à la fac, où à la fin de son cours, le professeur, il va partir. Non, il y a des discussions qui sont faites, on arrive très clairement à avoir des discussions avec nos professeurs, même parler au fur et à mesure des années, en ayant pratiqué et en partant par la suite, revenir et en étant un peu plus que des simples élèves et professeurs. Ce qui est intéressant vraiment dans cette école. D'ailleurs, pour ceux qui sont déjà passés sur le temps de scolarité, comme je vous disais, l'oral pour vous admettre est fait en binôme avec un enseignant et un diplômé de l'école. Donc c'est aussi, on essaye de capitaliser fortement sur nos diplômés, essayer de les faire revenir le plus possible pour qu'ils puissent aussi transmettre tout ce qu'ils ont appris. Voilà. C'est bon. Eh ben, c'est 58. Merci à vous tous.